poursuivre nos auditions. Madame et messieurs, mes chers collègues, nous reprenons les travaux de la mission par l'audition des représentants des syndicats de pharmaciens d'officine. Nous recevons aujourd'hui monsieur Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, ainsi que Madame Bénédicte Bertolome, j'espère que je prononce bien. Ouais, non, voilà. Non, je l'ai déjà dit, mais je suis très attentif à la prononciation du nom avec un nom aussi simple que le mien. Donc, délégué général, et Monsieur Guillaume Racle, délégué à l'économie et l'offre de santé. Nous recevons également Monsieur Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens d'officine FSPF, accompagné de Monsieur Quentin Leprévost, chargé de veille en affaires publiques. Je n'ai oublié personne. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre présence. Les pharmaciens ont été mobilisés sur plusieurs fronts pendant la crise sanitaire, au cours de laquelle ils ont eu un rôle très important de professionnels de santé accessibles et présents sur tout le territoire grâce au maillage des pharmacies, en particulier pendant la période du confinement. L'activité a dû être adaptée à de nouveaux besoins, comme la production et la distribution de gel hydroalcoolique, au renouvellement des ordonnances en pharmacie, et aujourd'hui à la fourniture de tests diagnostiques TROD. Nous avons plusieurs fois évoqué la mise en place du circuit de distribution des masques aux professionnels de santé et le contrat passé par Santé publique France avec la société Géodis, qui a entraîné des difficultés importantes de logistique et qu'il a fallu revoir dans l'urgence. La question de la fourniture des masques comprend aussi celle de l'autorisation progressive pour les pharmaciens d'officine de délivrer à la population, notamment aux malades ayant des prescriptions, des masques chirurgicaux ou des masques alternatifs, et celle de commander directement des masques chirurgicaux, puis des masques FFP2 issus du stock de l'État à leurs grossistes répartiteurs. Alors avant de débuter, je vais vous demander de prêter serment. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc à toutes et tous vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Allez-y. Je le jure. Parfait, merci beaucoup. Je vous rappelle que cette audition est publique, elle est donc diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Donc avant de débuter nos échanges, je vais vous demander de commencer par un propos liminaire, court, le plus possible, puisque nous aurons un certain nombre de questions et que vous êtes nombreux. Alors, soit dit en passant, peut-être vous pouvez vous répartir. Vous êtes deux entités, en fait, hein, donc vous pouvez vous répartir la parole. Je vous laisse débuter, Monsieur Bonnefond, si vous le souhaitez. D'abord, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Eh bien, effectivement, les pharmacies, pendant cette période qui était complètement inédite, ont tenu le choc. Ce n'était pas facile, puisque tout le monde était en énorme difficulté, en stress. Et on a vu que la présence des pharmaciens sur le territoire, sur tous les territoires, avec une amplitude horaire, a permis d'avoir un appui efficace pour la population dans cette période extrêmement difficile. Je voudrais saluer d'abord une décision qui a été extrêmement efficace et courageuse de la part des pouvoirs publics, c'est de dire qu'il faut qu'on rassure la population. Et la population qui était la plus sensible, c'était les personnes âgées et les patients chroniques. Et donc le message qui a été envoyé, c'est de dire, quelle que soit la situation de votre ordonnance, si vous avez un traitement stabilisé, même si l'ordonnance est finie, les pharmaciens pourront assurer la continuité des soins, avec accord du médecin, préalable ou pas préalable, en fonction des situations. Et ça a été un élément très important parce que ça a permis de rassurer toute la population. Personne ne s'inquiétait pour savoir si son traitement, qui est indispensable, allait pouvoir être accessible ou pas. Donc ça a été un élément déterminant. Ça a eu des conséquences non négligeables puisque, bien sûr, on demandait à toute la population, notamment les sensibles, d'être confinés. Et donc les patients nous appelaient en disant, mais voilà, mon traitement est fini, comment je fais, est-ce que j'y ai droit? Donc on a passé beaucoup de temps au téléphone, d'abord à rassurer la population, à répondre à leurs demandes et à dispenser à domicile les médicaments, puisque bien sûr, les patients ne voulaient pas sortir et dont les pharmaciens et leurs équipes apportaient les médicaments. On a été sollicité pour
bien sûr, les gestes barrières, éduquer sur les gestes barrières. On s'est nous-mêmes équipés avec des plexiglas, avec des masques, avec le gel hydroalcoolique. Voilà les protocoles à l'intérieur de l'officine. Mais ça a permis aussi à la population de comprendre ce qui se passait et l'importance du risque qu'il y avait de voir un pharmacien derrière un plexiglas avec un masque. Ça a un pouvoir d'éducation non négligeable sur ce que veut dire un geste barrière. Bien sûr, on a eu la possibilité de retrouver de la fabrication avec les solutés hydroalcooliques puisqu'on manquait de gel. Mais on est allé encore plus loin puisque sur le recours aux médicaments qui étaient uniquement dispensés à l'hôpital, on a donné l'autorisation aux pharmaciens d'être le relais également, de lutter contre et d'être associé à la lutte contre les violences conjugales où la pharmacie devenait un point de relais de recours éventuel pour les personnes qui étaient en difficulté, sur l'IVG également, de permettre la mise à disposition des médicaments quand on était sur une IVG médicamenteuse. Et puis le dernier point, ça a été les TROD, et je pense qu'on en fera certainement un sujet. Donc on a vu on s'est beaucoup appuyé sur ce réseau pharmaceutique, et il a répondu présent. C'est-à-dire que pendant la tempête, on voit que ce réseau est bien organisé, qu'il est efficace, qu'il est professionnel et qu'il est capable de réactivité au moment où cela devient un petit peu difficile. Donc on a relevé ce défi. On a été confronté à des points qui étaient difficiles, qui étaient le bon usage du médicament, le paracétamol. Immédiatement, on a pris des dispositions à notre demande de limiter la dispensation de paracétamol pour pas que les personnes stockent et qu'on soit en rupture de ce médicament. Pareil pour l'ibuprofène, où il y avait un risque de limiter l'usage de l'ibuprofène pendant cette période. Après, il y a eu le débat sur l'hydroxychloroquine et sur la nicotine, où on a évité le risque de mésusage. Et donc ça, on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics pour anticiper les incidents, les interruptions et éventuellement les risques d'abus inutiles. Donc ce que l'on tire de cette crise, c'est qu'on voit bien que quand on se coordonne, quand on fait confiance, qu'on travaille ensemble avec les médecins, avec les autres professionnels de santé, eh bien cette profession est capable d'apporter de la fluidité dans le système, d'aider les patients qui peuvent être en risque de rupture de traitement et de rassurer la population pour qu'elle aille sur les bons réflexes et pas qu'elle aille sur une écoute, ce qu'on entendait à la radio, qui n'était pas toujours évidente, et dans les télés, où on était un peu dans le sensationnel et qu'il fallait éviter que l'ensemble de la population aille sur de mauvaises pistes. Donc les conclusions par rapport à ce qui s'est passé, c'est d'abord très fier de la proposition de la réponse du réseau pharmaceutique et donc de sa capacité à réagir et à résister. Et donc ça, pour nous on le savait, mais c'est bien que ce soit montré. On a bien vu la population être très attachée au territoire et très attachée à la présence d'un professionnel de santé de proximité disponible, avec une amplitude horaire qui permettait à la population de s'adresser. Et on a eu beaucoup de demandes. Donc voilà, ce que je retire, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui a bien marché, pour aller un petit peu plus loin dans ce que, bien sûr, on essaie de mettre en place, la coordination des soins. Le seul point noir, et je crois qu'on en parlera, ça a été la distribution des masques, où, franchement, on a été dans les pires difficultés, mais on a le déroulé pour vous expliquer pourquoi, parfois, il y avait des incompréhensions, des messages qui étaient brouillés, et des messages qui nous ont mis, parfois, en énorme difficulté. Oui, mesdames, messieurs les députés, le 29 janvier, quand je vais signer la première des plus de 100 circulaires d'accompagnement que la FSPF a envoyées aux pharmaciens pendant l'état d'urgence sanitaire, le réseau officinal, l'état du réseau officinal, c'est qu'il reste 21 300 officines de pharmacie sur le territoire, sur lesquelles travaillent 120 000 professionnels de santé, 60 000 pharmaciens, 60 000 préparateurs en pharmacie. Les préparateurs en pharmacie seront les grands oubliés de l'ensemble des dispositifs soignants. Il faudra qu'on interpelle le gouvernement à chaque fois pour rajouter les préparateurs en pharmacie dans les dispositifs soignants, ce qui a été un problème pendant la période. Je dis il reste parce que nous avons subi 15 lois de finances de sécurité sociale successives qui ont fragilisé
le réseau officinal et qui ont généré la disparition de 2000 officines de proximité. Le 12 février, nous avons une invitation d'Agnès Buzyn à participer à une réunion de mobilisation de l'ensemble des acteurs de santé pour la lutte contre le coronavirus. Cette réunion aura lieu le 18 et c'est Olivier Véran qui la présidera. Ce jour-là, les deux organisations que nous représentons et notre ordre professionnel sont présents. Donc la profession de pharmacien, c'est utile de dire que la profession de pharmacien est très structurée autour de ces trois organisations. Nous nous sommes parlé tous les jours en conférence téléphonique pendant la période, les trois organisations, pour organiser le réseau et pour donner des messages coordonnés. Nous allons ce jour-là faire œuvre de service et nous porter volontaires pour assurer la distribution des masques du stock État, des protections individuelles aux soignants de ville. Donc c'est le 18 février. Le 11 mars, nous allons expliquer tout ça aux pharmaciens lors d'une webconférence à laquelle participera le ministre de la Santé et où l'ensemble des pharmaciens vont nous voir donc en vidéo pour savoir ça. Le réseau officinal s'est adapté, est resté ouvert pendant toute la période. Nous avons été les premiers à mettre en place donc, ces fameuses plexiglas, ces sens de circulation, donc à organiser les officines en sorte de bunker pour accueillir la population. Et nous allons donc pouvoir assumer nos fonctions pendant l'ensemble de la période. Au chapitre des choses qui ont marché, effectivement, il y a ces dispositifs réglementaires qui paraissaient au journal officiel à peu près tous les jours en dispositifs exceptionnels, et notamment sur la délivrance des médicaments aux patients chroniques. Les études EPIPHAR que vous avez étudiées en commission à plusieurs reprises montrent l'état de la distribution des médicaments, et s'il y a lieu de s'inquiéter sur les initiations de traitement avec des gens qui ne sont pas allés chez le médecin pour les initiations de traitement, en revanche, pour les patients chroniques stabilisés, en effet, il n'y a pas eu d'interruption de traitement. La pharmacie d'officine a fait le travail à la fois de dispenser les médicaments et de les porter à domicile pour les gens qui ne pouvaient pas assumer la dispensation. Nous avons également joué notre rôle de gardien des poisons sur l'ensemble des dispositifs qui ont été successifs, qui ont été mis en place, tant paracétamol et ibuprofène effectivement, que hydroxychloroquine, nicotine, Caletra, azithromycine, etc., dont nous avons assumé notre rôle de gardien des poisons pour faire respecter les consignes des autorités de santé dans le pays. Au chapitre des choses qui n'ont pas marché, effectivement, il y a la gestion des masques. D'abord, un trop grand retard à assumer, au plus haut niveau, à assumer le fait qu'il n'y avait pas de stock. Parce qu'en fait, ça, c'est un problème de changement de doctrine. La doctrine est liée au stock. Quand on n'a pas de stock, on est obligé de faire de la gestion de crise et de la priorisation de la distribution des masques. Si on l'avait su, on aurait fait différemment et on aurait expliqué différemment les choses et on aurait dû les assumer. Donc, le retard à assumer ce truc-là a été un problème. À partir du moment où on a assumé ça et qu'on a su qu'on était en gestion de crise, et en gestion de pénurie, nous avons assumé la pénurie et la priorisation, le tri, comme on doit le faire quand il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Un autre souci, malgré ça, a été la coordination entre la tête, la responsabilité des décisions et les opérateurs que nous étions pharmaciens d'officine. Nous n'avons jamais su à qui nous adresser pour obtenir des modifications de gestion du système. Est-ce que c'était au Corus? Est-ce que c'était à Santé publique France? Est-ce que c'était aux différentes cellules de crise? Est-ce que c'était à la DGOS, à la DGS, au cabinet de la ministre de la Santé, au cabinet du Premier ministre? J'ai fini par interpeller le président de la République à la télé pour qu'on arrive à avoir des réponses. On avait deux problèmes. Le premier a été il y avait des officines qui avaient trop de masques et des officines qui n'avaient pas de masques. Donc l'attribution des masques a été gérée sans nous demander notre avis sur le sujet. Et ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème a été la traçabilité. Nous n'avons pas été capables de mettre en place un système de traçabilité et nous ne sommes toujours pas capables de le faire. Alors que l'assurance maladie avait un système prêt. Mais il n'y avait pas eu de décision. Même Nicolas Revel n'a pas réussi à obtenir d'avoir un accord réglementaire
pour mettre en place un système de traçabilité nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien il y a de masques du stock État réellement dans le circuit officinal et chez les grossistes répartiteurs pour gérer la suite des opérations. Je terminerai par 3 recommandations. La première, c'est pour affronter une crise, il faut un stock de protection, un stock stratégique et un stock tactique, c'est-à-dire un stock au plus près du terrain, chez l'ensemble des médecins, dans l'ensemble des officines, chez l'ensemble des acteurs de santé dans les entreprises. Les deux, ce n'est pas un choix, il faut un stock stratégique et un stock tactique. Et il faut qu'il soit géré, afin qu'il n'y ait pas de péremption et qu'il soit géré dans le temps, parce que l'épidémie, peut-être, il y en aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Première recommandation. La deuxième, il faut que les acteurs de terrain connaissent physiquement les responsables des crises pour pouvoir qu'il y ait un lien entre les opérateurs. Donc si c'est Santé publique France, super. Si c'est quelqu'un d'autre, super aussi, mais dites-le nous. Qu'on puisse savoir avec qui dialoguer, que ce soit en région ou par profession. Les régions ont eu des réponses extraordinaires. En Grand Est, en Île-de-France, en PACA, ils ont eu des réponses, mais elles n'étaient pas coordonnées. Nous n'arrivions pas à savoir au national qu'est-ce qui se passait en région. Et dernier lieu, et un dernier point, et je terminerai là-dessus, faites attention à la santé économique des officines de proximité. Parce qu'il reste 21 000 officines. Si vous suivez le rapport de la Cour des comptes, il en restera 10 000 dans quelques années. Et avec 10 000 officines, vous n'aurez pas les établissements de santé prépositionnés pour faire face aux crises sanitaires de l'avenir. Merci beaucoup. Très rapidement, deux questions que je voulais vous poser. Alors, vous avez déjà répondu à la première, finalement, en grande partie, mais j'essaie de vraiment comprendre. C'est-à-dire que vous n'avez, si je comprends bien, jamais été sollicité, en particulier par Santé publique France, pour l'organisation, la distribution, la logistique de mise en place de matériel de protection, quel qu'il soit. Bon, là, évidemment, c'était essentiellement les masques, mais c'est une véritable question et donc dont on doit tirer les conséquences pour l'avenir. Mais je voudrais avoir vraiment une réponse très très claire là-dessus. Il n'y a jamais eu, alors en tant que pharmacien d'officine, mais surtout en tant que responsable syndicaux, il n'y a jamais eu, si j'entends votre propos, jamais eu de concertation avec les autorités, en particulier avec Santé publique France, qui était en charge de la mise en place de cette stratégie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour faire écho à ce qui a été dit, j'avoue qu'effectivement, il est presque surprenant d'entendre cette lecture différente de la situation de la prise en charge des patients sur le territoire. Par pudeur corporatiste, je ne rappellerai pas les termes qui ont été employés par les médecins libéraux, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe entre les messages qu'on a reçus des médecins libéraux qui nous disaient que les cabinets étaient vides, qu'il n'y avait pas de recours aux soins, et c'est vrai que là j'ai été presque surpris de vous entendre dire que finalement il y a eu un contact qui a été gardé avec la population, un contact de territoire, un contact local. Donc comment ça s'est organisé? Les gens venaient vous voir, vous les appeliez, enfin j'aimerais comprendre ce qui a fonctionné pour la suite, ce qui a fonctionné dans vos officines versus ce qui n'a pas fonctionné manifestement dans les cabinets, parce que vous l'avez dit, et c'est justement un antagonisme où on a entendu plusieurs médecins nous dire qu'il y avait cette peur finalement, et en même temps vous nous dites on était là pour rassurer. Donc j'aimerais comprendre ce qui a fonctionné pour maintenir ce parcours de soins et comment vous avez vu la continuité de soins, en particulier sur les patients chroniques et le recours aux soins de votre point de vue en officine. Voilà. Alors, et en officine surtout locale et de territoire, vous l'avez dit, mais je crois que c'est important de le rappeler. Merci. Alors je vais commencer pour cette première question. On va se répartir les premières paroles, les premières prises de parole, comme ça ce sera fluide. Sur votre première question, nous n'avons jamais été sollicités par Santé publique France. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu de contact avec les autorités de santé. Ce qui a très bien fonctionné, c'est les rapports avec l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie qui, en fait, du fait de la gestion des conventions, a une gestion quotidienne. Nous avons eu 2 ou 3 réunions téléphoniques par semaine avec les services de l'assurance maladie pendant la période. Et ils essayaient de nous mettre en contact avec le reste de l'appareil d'État. Mais jamais Santé publique France n'est venu vers nous pour essayer d'organiser ça. Donc je pense, après, c'est ma lecture,
que la gestion de l'agence Santé publique France, qui fait suite à la fusion de l'EPRUS avec les autres agences, était trop balbutiante. En fait, l'outil était trop neuf. Il n'avait jamais eu à affronter le terrain et donc n'avait pas l'expérience de crise, donc ne savait pas comment faire. Donc forcément, il faut en tirer les conséquences. Je valide complètement ce qui avait été dit sur la création de cette agence Santé publique France qui regroupe l'ensemble de ces agences, mais en revanche, il faut qu'elle se remette en question et qu'elle avance maintenant pour prendre en considération pour l'avenir ce qui a dysfonctionné. Donc pas de lien avec Santé publique France. Donc nos grossistes répartiteurs et nos établissements pharmaceutiques, eux, ont eu des rapports d'organisation, mais ils avaient beaucoup de mal. On avait des livraisons qui arrivaient, on ne savait pas quand, et on ne savait pas quoi. On n'a jamais été capable de déterminer quels étaient les états des dotations. Il y a eu 19 livraisons, 19 opérations de livraison pendant la période. On n'a jamais été capable de savoir combien il y en avait. Maintenant, au rebours, on le savait quand ça arrivait chez les grossistes parce qu'ils les comptaient. Donc ils nous le disaient. Ils nous disaient, voilà, cette fois-ci, on en a reçu 10 millions, on en a reçu 40 millions, on en a reçu 27 millions, dont 2 millions de FFP2, dont des masques pédiatriques pour enfants. Mais c'est quand ils arrivaient dans les établissements que nos établissements les comptaient pour nous dire combien on allait en avoir. Voilà. Donc ça, c'est un fonctionnement qui ne peut pas perdurer dans le temps et qui doit être modifié. Sur votre deuxième question, on a renvoyé, nous, les gens chez les médecins, on a essayé de lier ce parcours de soins. Et c'est très clair dans l'étude des BIFAR, il y a vraiment un distinguo qui est fait entre les instaurations de traitement et les changements de posologie versus la continuité des soins sur des patients stabilisés. C'est de cela dont nous nous sommes occupés. La continuation des patients stabilisés, elle a été garantie. D'une part, la première semaine, juste avant le confinement, par un afflux dans les officines des malades qui ont fait le stock pour pouvoir affronter un temps d'épidémie. Et d'autre part, nous avons effectivement téléphoné, mis en place des systèmes de livraison pour vérifier que nos patients sous traitement avaient la continuité des soins. Donc oui, sur la continuité des soins des patients stabilisés, nous avons rendu compte aux médecins généralistes de ça. Mais la problématique, c'était vraiment les nouveaux patients, les traitements d'urgence. Vous avez vu l'écroulement des antibiotiques, l'écroulement de tout ça. Donc il y a eu un problème. Ils ont raison. Les deux choses sont vraies. Il y a eu un problème d'accès aux soins vers la médecine générale pour toute une catégorie de patients. Mais en revanche, les patients stabilisés, eux, nous nous en sommes occupés. Alors, si vous permettez, je vais prendre un petit peu de temps sur les masques, parce qu'il y a deux parties sur les masques. Il y a la partie à la fois de la doctrine générale des masques mis à disposition des professionnels de la population et l'organisation interne. Donc effectivement, je vais commencer par l'organisation interne. Le 18 février, on propose à Olivier Véran nos services en disant si vous avez des difficultés pour la distribution des masques pour les professionnels de santé, nous pouvons être à votre disposition. Bien sûr, il n'a pas hésité un seul instant à solliciter le réseau, et je pense qu'il a bien fait. On n'avait pas mesuré l'ampleur de la pénurie, ce qui nous a mis en difficulté. Le 2 mars, on a commencé la distribution auprès des professionnels de santé. Uniquement le 15 mars, les pharmaciens étaient inclus dans les professionnels qui devaient avoir des masques pour se protéger. Donc ça montre bien le manque de considération que l'on a eu à ce moment-là. Et seulement le 20 avril, les préparateurs en pharmacie étaient inclus officiellement dans la liste des professionnels qui devaient se protéger pour pouvoir dispenser des patients qui pouvaient être susceptibles d'être porteurs de Covid. Le 20 avril. Donc, alors bien sûr, on avait dérogé à la règle. On avait dit, de toute manière, on fait de la désobéissance civile. On va donner à nos préparateurs, sinon ils ne peuvent pas travailler. Donc, mais voilà, ça montre bien que la communication n'était pas bonne avec toute la cellule qui s'occupait de la distribution des masques. Aucune communication. Ce qu'on appelait les DGS urgents, qui étaient envoyés aux pharmaciens, nous les découvrions en temps réel. Alors que les trois organisations, à la fois syndicales et ordinales, devaient être des relais d'information auprès de l'ensemble de la profession. Et on découvrait en même temps les modifications sans en avoir été averti.
Alors parfois, ce n'était pas très important. On avait rajouté des chiropracteurs, on avait rajouté des opérateurs funéraires, mais qu'on nous le dise, même un jour avant, qu'on soit juste informé pour pouvoir communiquer et dire comment on reconnaît un opérateur funéraire pour qu'il ait accès à des masques. C'est tout bête. Et il a fallu qu'on écrive à Olivier Véran avec une lettre commune, une lettre ouverte, pour qu'on ait, au milieu de la crise, une seule communication avec la cellule de crise. Une réunion téléphonique. Il y en a eu une, deux peut-être, et après ça s'est de nouveau arrêté. Et c'était difficile parce qu'en plus les interlocuteurs changeaient. C'est-à-dire au bout de 20 jours, ils étaient épuisés, ils passaient sur notre dossier et on n'avait pas les mêmes interlocuteurs. Donc on n'arrivait jamais à avoir le suivi et des contacts. Je rappelle simplement pour information que donc, du 2 mars jusqu'au 5 mai, on a distribué aux professionnels de santé. Le 5 mai, on a distribué aux patients Covid, patients contact Covid, et ensuite des patients qui étaient fragiles. Bon, c'était très bien, nous on l'avait demandé, et on a été rémunéré uniquement à partir du 11 mai pour les patients, et uniquement à partir du 2 juin pour la distribution auprès des professionnels. C'est-à-dire qu'on a fait ça gratuitement du 3 mars au 2 juin, et il n'y a pas eu encore de rattrapage. Et juste pour information, la rémunération des pharmaciens, c'était 1 € la dispensation pour un professionnel de santé et 1 centime pour le masque. Et on comptait 18 masques pour les médecins, 24 masques pour les dentistes, etc. Un travail qui était vraiment... donc qui gérait la pénurie et qui nous demandait de manipuler, tenir des comptes, etc., de faire très attention. Voilà. Je trouve qu'il y a eu un manque, à un certain moment, de considération par rapport à un investissement qui a été très chronophage au niveau de la pharmacie. Et je dis que c'est dommage, parce que c'était plutôt de la communication, de l'organisation et de la fluidité dans le système, puisqu'on était volontaire pour aider et pas du tout dans une position réfractaire, et au contraire. Donc ça a été un vrai raté. Ensuite, on a eu un autre problème sur les masques, ça a été les masques grand public, au grand public. La chronologie, le 3 mars, réquisition globale de tous les masques sur le territoire. Le 13 mars, précision de la réquisition de tous les types de masques. Le 20 mars, levée partielle de la réquisition pour permettre aux entreprises d'équiper leur personnel pour assurer la continuité de leur activité. Quand vous êtes un laboratoire comme Sanofi, comme UPSA, vous travaillez avec des masques dans les chaînes de produits de fabrication. Vous avez des charlottes, vous avez des blouses, etc. Quand vous êtes EDF, vous devez vous équiper votre personnel qui va intervenir sur des sites où il y a plusieurs personnes. Donc la levée de la réquisition était faite pour permettre d'assurer la continuité de l'activité. Ça, c'est le 20 mars. Le 31 mars et le 5 avril, il y a une instruction interministérielle signée par le directeur général du travail, le directeur général de la santé, le directeur général qui s'occupe des douanes et la DGCCRF. Donc les 4 grandes directions. Et cette instruction interministérielle, elle dit quoi? Je vous lis la phrase. Il est précisé que les équipements de protection individuelle et les dispositifs médicaux, donc ça veut dire que ça concerne l'ensemble des masques, mis à disposition sur le marché dans des conditions définies au point 1, etc., et au vu de l'avis de la Commission européenne du 13 mars, relative à la procédure d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le Covid, sont destinés à être mis à disposition des professionnels et ne doivent pas être commercialisés à destination des consommateurs. Ça, c'est le 5 avril. Donc, très clair, on réserve aux professionnels de santé, aux professionnels qui sont exposés au public, donc les caissières de supermarché, mais en aucun cas à la vente aux consommateurs. C'était un choix politique selon l'avis de la Commission européenne. Ça, c'est le 5 avril. Le 8 avril, on a encore un DGS urgent qui dit « Les masques ne doivent pas être délivrés sous prescription médicale ». C'est-à-dire que ces masques État ne sont pas destinés, y compris aux patients qui sont fragiles. On n'en a pas assez. C'est un choix. Voilà. Donc nous, on respecte ce choix.
et dont les patients qui nous demandaient, même sur prescription, d'avoir des masques, on leur disait non, on n'avait pas le droit de le donner. Ça, c'est le 8 avril. Et le 28 avril, là, on a la GMS qui annonce qu'elle a des quantités de masques, qu'elle a 130, 150, 200 millions, c'est à celui qui en disait le plus. Nous, on a acheté des masques et on va pouvoir les mettre à la disposition du consommateur, avec, bien sûr, toutes les pratiques commerciales classiques, c'est-à-dire que le masque devenait un produit d'appel. Si vous avez une carte de fidélité du magasin, vous pouvez venir chercher des masques. Si votre caddie fait au moins 30 €, vous aurez droit à acheter 10 masques à prix coûtant pour vous protéger. Et je ne parle pas de la façon dont les masques étaient conditionnés. Parfois, c'était dans des barquettes de viande à conserver entre 0 et 3 degrés, parce qu'ils avaient oublié d'enlever la mention, etc. Et nous, pendant des mois, on a dit aux patients, pas qu'aux consommateurs, qu'on n'avait pas le droit de donner des masques au grand public, qu'on n'avait pas le droit de les vendre. Donc, vous voyez, un discours ministère de la Santé avec une instruction interministérielle, et tout d'un coup, un ministère de l'économie qui se met d'accord avec la GMS et qui fait un communiqué commun en disant « Nous avons trouvé une bonne solution. Grâce à la grande distribution, vous allez avoir accès à des masques et tout le public, et pas que les patients. » Extrêmement choquant. Donc là, un dysfonctionnement entre le ministère de la Santé et le ministère de l'économie. Quand on est dans une crise sanitaire, il faut un chef. Alors bien sûr, c'est le président de la République et le Premier ministre, mais quand on rentre dans l'application, c'est le ministère de la Santé. Ça ne peut pas être plusieurs ministères qui prennent des dispositions qui peuvent s'avérer être contradictoires, ébrouiller le message et mettre en difficulté par rapport à une stratégie qui doit être bien définie. Donc voilà dans quelle situation on s'est retrouvé sur les masques, mais la profession, mine de rien, elle a fait le boulot. Alors bien sûr, avec Philippe Bessé et avec Karine Wolf, on a épongé et on a, nous, essuyé des critiques que vous n'imaginez même pas. Mais on a tenu bon en disant, écoutez, là, on est en crise, on fait le job, oui, c'est pas facile, oui, des fois, on se retrouve dans des situations qui sont contradictoires, mais notre boulot, c'est de protéger la population et de faire attention, et donc on a fait le boulot. Mais voilà, quand même, je pense que on ne peut pas considérer une profession comme un exécutant. C'est un partenaire qu'on associe à une stratégie de santé publique. Mais on n'exécute pas des ordres qui peuvent devenir contradictoires et apprendre ça sans être averti le matin en regardant ou le journal officiel ou en regardant les DGS urgents. Par rapport au suivi des patients, on a entendu des critiques de médecins. Bon, elles sont classiques. Chaque fois qu'on fait quelque chose, que le pharmacien fait quelque chose ou que l'infirmier fait quelque chose, en général, la réaction est toujours une réaction parfois négative. Qu'est-ce que l'on a fait? On a dit simplement qu'un patient stabilisé, qui n'avait pas besoin d'avoir une consultation médicale pour réévaluer sa situation, ne devait pas être en interruption de traitement. Si le patient avait accès au médecin, parce que le médecin était disponible, qu'il avait organisé son cabinet en disant le matin je reçois les Covid, l'après-midi je reçois les patients classiques, eh bien les patients pouvaient aller chez le médecin. On n'a pas dit il ne faut pas aller chez le docteur, il faut venir à la pharmacie, non. Ils pouvaient aller chez le médecin si les médecins étaient disponibles. Mais sauf qu'on a vu que les médecins ont eu du mal les 15 premiers jours à s'organiser, que ça n'a pas été facile pour eux, comme pour les dentistes, comme pour les spécialistes. L'activité était, eux aussi, se retrouver confrontés à des situations extrêmement difficiles. Comment je gère la salle d'attente quand j'ai 2-3 personnes? L'équipement, il était pour eux, il n'était pas pour les personnes qui rentraient dans la salle d'attente, c'était interdit. Donc eux aussi se sont retrouvés en difficulté. Donc nous, simplement, ce qu'on a dit, c'est que si un patient est en difficulté, on ne le laisse pas tomber. Et il a plusieurs portes d'entrée, ça peut être le médecin, ça peut être la pharmacie. Et bien sûr, on est allé très loin dans cette démarche. Les traitements substitutifs aux opiacés, donc des médicaments qui sont assez sensibles, ils sont théoriquement prescrits aujourd'hui que pour 28 jours. Ça n'a pas de sens. Quand un patient est stabilisé sous traitement substitutif aux opiacés depuis 2 ans, pourquoi il faut qu'il revienne tous les 28 jours chercher une ordonnance? On revient s'il doit y avoir une réévaluation. Mais si c'est juste pour renouveler, c'est peut-être un petit peu moins logique.
Pareil sur les traitements contre la douleur avec les stupéfiants. Ben, pareil, on a renouvelé quand c'était stabilisé. Alors bien sûr, il fallait avertir le médecin, avoir son accord, etc. Et chaque fois qu'on a interrogé le médecin, bien sûr qu'il nous a dit, bien sûr, tu le fais. Pour le médicament, tu continues à le faire. On n'a pas eu d'incident, à part des discours parfois de leaders syndicaux. Donc, franchement, la crainte que l'on avait, c'était est-ce qu'il y aura en opportunité des personnes qui vont stocker des médicaments? Ça n'a pas été le cas. L'étude EPIFAR montre que sur les médicaments chroniques, eh bien, on s'est retrouvé sur une stabilité. Ça aurait été très embêtant s'il y avait eu augmentation, ça veut dire stockage, et s'il y avait eu sous-utilisation, ça veut dire que les patients ne seraient pas venus à la pharmacie et le système n'aurait pas fonctionné. Ça a été l'inverse. Donc ça a bien marché. Et donc il faudra en tirer les leçons. Et un point, juste le dernier point, les pharmaciens qui ont délivré les médicaments dans les EHPAD, ben, je peux vous dire qu'heureusement qu'on était organisé comme ça. Parce que dans les EHPAD, c'était très difficile, le personnel était en grande difficulté, les médecins, pour intervenir dans les EHPAD, ce n'était pas facile non plus pour eux, et pas simple. Eh bien, on a assuré la continuité des soins, justement avec ce dispositif qui a été voulu par les pouvoirs publics et assumé par la profession. Et franchement, voilà, ça a été une prise de risque pour les pouvoirs publics. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais on ne peut pas laisser une personne âgée sans médicaments, on ne peut pas laisser un patient chronique sans médicaments. Et donc ça a bien fonctionné. Merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur le rapporteur. Votre micro. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre action. Je crois qu'il est important que la représentation nationale salue l'engagement qui a été le vôtre et le rôle qui a été joué. Sachez qu'en ce qui nous concerne, ce qui me concerne en tout cas, nous sommes profondément convaincus de la nécessité de continuer à bénéficier. Vous nous avez alerté sur les menaces qui pèsent sur la profession, sur ce maillage territorial qui est extrêmement important en termes de santé publique pour notre pays. Et il ne faudrait pas que l'on connaisse ce que l'on rencontre dans beaucoup de territoires sur la médecine de ville et que cela se transforme maintenant dans la même problématique pour vous. Donc, de façon générale, comptez sur notre vigilance et notre reconnaissance. Quelques questions, mais vous les avez déjà beaucoup abordées. Peut-être une question générale sur ces difficultés, d'ailleurs, quelles ont été les incidences en termes économiques sur l'activité de vos officines et comment aujourd'hui les difficultés, parce que je crois qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires qui a été constatée, peuvent être surmontées. J'ai des interrogations, mais encore une fois, vous les avez largement abordées, notamment sur les masques. Certains de vos confrères ont été sanctionnés, poursuivis même au pénal, jugés avec de très lourdes condamnations. J'ai des exemples dans ma ville. Au début, parce qu'ils vendaient des masques. Il y a eu un débat. Est-ce que c'était une interdiction totale? Est-ce que ça relevait d'une interdiction de l'ordre? Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce point et comment vous l'avez vécu? Vous avez rappelé votre étonnement, votre surprise de voir qu'au bout d'un certain temps, les grandes surfaces annonçaient la vente de masques alors que ce n'était pas prévu pour les officines pharmaceutiques. Donc, comment vous avez géré cette situation? Quelles ont été les instructions et quel était l'état de vos stocks avant la crise aussi? Est-ce que vous auriez pu fournir beaucoup plus de masques? Est-ce que vous-même, vous aviez la capacité de vous fournir auprès de vos fournisseurs habituels, puisque il m'a été rapporté en disant mais nous on pourrait avoir des masques, mais on nous interdit parce qu'il faut passer par le réseau d'État. Enfin, ça c'était pour la distribution des masques d'État. Mais est-ce que vous conserviez une capacité à acquérir auprès de vos fournisseurs habituels des masques? Quelle a été votre relation avec Géodis, opérateur de Santé publique France dans la logistique de distribution? Là encore, vous l'avez largement abordé. Et puis enfin, peut-être une question sur les TROD. Comment
ces dispositifs, enfin, d'analyse rapide se mettent en place, et quel est votre regard sur les forces et les faiblesses de cette technique? Alors, merci monsieur le rapporteur. Donc très rapidement sur les différentes questions. Baisse de chiffre d'affaires, c'est à peu près entre moins 15 et 20%. Mois de mars, mois d'avril. Mois de mai, c'est plutôt du moins 5. Et juin, on est encore en baisse. Je n'ai pas les chiffres de juillet, mais on voit bien que l'activité a un petit peu repris, mais sans se retrouver sur une situation normale. Et malheureusement, on sait que l'activité ne sera pas en hausse. D'ailleurs, on le retrouve dans les remboursements de l'assurance maladie. On regarde le poste médicaments, où on voit qu'il est aujourd'hui en baisse en termes de remboursement. Sur les masques, nous, on avait des consignes État du ministère de la Santé, notre ministère du tutelle, qui dit « Vous n'avez pas le droit de vendre des masques. Vous n'avez pas le droit à en donner aux consommateurs. Vous n'avez pas le droit même à en donner ou en vendre à des patients qui vous le demandent, alors qu'ils sont peut-être immunodéprimés, etc. » Donc nous, quand on a ce type de consignes, qu'est-ce qu'on dit à nos fournisseurs? N'allez pas acheter des masques, puisqu'on n'a pas le droit de les vendre. Donc bien sûr, tous les fournisseurs, dans un marché qui était déstabilisé, avec des prix qui ont été augmentés par 20 sur des sites de production, l'approvisionnement qui s'est fait par avion au lieu de se faire par voie maritime, donc qui coûtait énormément plus cher, dont les prix ont été multipliés par 20. Et nous, on disait à nos fournisseurs qui disaient « Mais vous ne pensez pas que éventuellement bientôt, vous allez pouvoir en vendre ?» On leur disait « Mais pour l'instant, nous, on a des consignes très claires. » Avec même des pharmaciens qui avaient été rattrapés par la patrouille au moment de la réquisition, où là, effectivement, on ne pouvait pas vendre. Les masques devaient être réquisitionnés. Donc, ce n'était pas du tout une consigne de l'ordre ou des syndicats. C'était les directives du ministère de la Santé. Et donc, on a désincité nos fournisseurs à s'approvisionner. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant le même temps, la grande distribution s'organisait pour pas équiper leur personnel, mais pour en acheter plus, pour pouvoir les vendre, avec une espèce de délit d'initié de 1 mois, ce qui, dans une période de crise, est quelque chose d'important. Donc, si on avait dit, on va changer la doctrine, parce que le 11 mai, on risque de déconfiner, etc., et qu'il vaut mieux que les masques équipent l'ensemble de la population, on met tout le monde au courant. Et chacun, après, se débrouille. Et nous, ça ne nous gêne pas que la grande distribution soit aussi dans la mise à disposition de masques. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est de dire certains étaient informés et d'autres ne l'étaient pas. Ouais, ce que je dis, c'est que quand à un certain moment, au 31 mars, 5 avril, on a un texte qui dit ne doivent pas être commercialisés à destination des consommateurs. La grande distribution, le 28 avril, quand elle annonce qu'elle a 150 millions de masques, elle n'a pas claqué des doigts le 28 avril. Hein. Elle a dû savoir qu'elle pouvait en acheter parce qu'elle allait pouvoir être autorisée à vendre. Et c'est là où on a un problème et qu'on n'a pas réussi à savoir où c'est qu'il y avait eu le manque de partage d'informations, mais en tout cas, il n'y a pas eu partage d'informations. Et si nous, on nous avait avertis, eh bien, les 2 circuits auraient essayé au mieux de s'approvisionner pour mettre à disposition des masques. Et pour rappel, nous avons nous-mêmes demandé à ce que le prix des masques soit réglementé, qu'il y ait un prix maximum, pour ne pas se retrouver dans des difficultés et de risques de situations d'opportunité sur le prix des masques. C'est nous qui avons demandé d'avoir un prix maximum. Et donc là, on a passé du temps avec le ministère de l'économie pour savoir quel était le bon calibrage en comparant par rapport à l'Espagne et par rapport à d'autres pays. Vous voyez bien qu'on était dans une stratégie qui était vraiment d'accompagnement. Mais là, voilà, il y a eu 3 semaines où certains avaient de l'information, et d'autres étaient sur des consignes très claires, surtout pas aux consommateurs. Donc là, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé. Pour les TROD, alors Géodis, juste Géodis, Géodis, ça a été une mauvaise expérience. Géodis s'occupait apparemment de l'importation de masques venant de Chine, etc. Donc il faisait son métier de logisticien. Et la cellule de crise a cru que Géodis allait être plus performant que les grossistes répartiteurs. Ça a été un fiasco.
Ça a duré une semaine, ils ont distribué, ça a été du grand n'importe quoi. Il y a des pharmaciens, on a fait une enquête, hein, les masques chirurgicaux, 10% des pharmaciens n'en ont jamais reçu, d'autres en ont reçu trop. Certains recevaient des quantités de masques enfants alors que ce n'étaient pas des masques enfants, c'était des masques adultes qu'ils devaient recevoir. Et ensuite, on a eu des incidents sur des cartons qui étaient ouverts, on ne comprenait pas, parce que personne ne savait la quantité qu'on devait recevoir. Donc ça a été compliqué, d'ailleurs ça s'est arrêté de suite, tout le monde a reconnu que ce n'était pas adapté et que l'approvisionnement classique des pharmaciens par les grossistes répartiteurs était quelque chose qui était plus performant, plus facile à piloter, même s'il y a eu quelques imperfections aussi, parce à cause de la pénurie. Sur les TROD, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'audition des biologistes. J'ai été outré des propos qui ont été tenus, avec de la colère, alors qu'on est sur quelque chose qui était important, c'est simplement de permettre à des patients d'être informés. Les TROD, ce sont les mêmes que ceux qui sont utilisés en laboratoire en tests rapides, les TDR, les tests de diagnostic rapide. Ça s'appelle TROD quand c'est chez nous, ça s'appelle TDA quand c'est chez le biologiste. Et après, il y a le test ELISA qui, lui, est différent. Donc, les biologistes utilisent les mêmes tests que nous. Les mêmes. Ils sont référencés et contrôlés par la Commission nationale de référencement. Donc, le test fiable entre 98 et 99%. Donc, il n'y a pas un problème de fiabilité. Quel est l'intérêt de ces TROD? L'intérêt de ces TROD, c'est simplement de pouvoir dire à un patient qui a besoin de savoir s'il a rencontré le Covid. Mais qu'il a rencontré au mois de mars. Le médecin lui dit, mais non, écoutez, certainement pas, non. Eh bien, de savoir s'il est positif et si le test sérologique est positif. S'il est positif, ça veut dire qu'il a rencontré le Covid. Et le pharmacien qui est sur place, qui est resté 10 minutes avec lui, qui va lui expliquer que quel que soit le résultat du test, il faudra qu'il continue avec les gestes barrières. Si le test est positif, on avertit le médecin pour qu'il prescrive, pour qu'il le fasse confirmer par le laboratoire. Donc on a mis un patient dans un parcours de soins alors qu'il avait un doute. S'il est négatif, on avertit le médecin. Parce que c'est important à l'automne, quand il y aura d'autres symptômes qui peuvent être des symptômes grippaux, etc., de savoir que ce patient a eu le Covid ou ce patient n'a pas eu le Covid. Et ça peut permettre aux médecins de faire une exploration peut-être adaptée à la situation. Et les patients le demandent. Alors, avec mon confrère Philippe Bessé, on a eu le cas de 2 patients positifs à la pharmacie. Voilà. Moi, c'était hier, et Philippe Bessé, je ne sais pas quand. Mais ce patient, il disait au médecin, docteur, je crois que j'ai eu le Covid. Non, pas, ne vous embêtez pas avec ça, certainement pas. Ben là, voilà, le patient, il a eu le Covid. Il y a des IgG qui sont positifs, et on va faire confirmer ça au laboratoire. Donc en fait, c'est un complément de l'action des laboratoires, une aide pour les médecins, et une aide surtout pour l'information des patients. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a réussi avec Pandemia de travailler avec des chercheurs, des médecins, des spécialistes de virologie, qui sont à Cochin, des membres de l'Académie de médecine, pour recueillir toutes ces informations des tests réalisés en officine, pour faire une étude sur l'immunité populationnelle, bien sûr sécurisée, anonymisée, etc., mais qui va permettre de savoir que dans telle région, eh bien, il y a eu 2% de la population qui a été touchée. Dans telle région, c'est plutôt 5%. Et donc d'utiliser aussi ces TROD pour en faire une recherche sur l'immunité populationnelle, région par région de la France. Donc voilà la stratégie. Ce n'est pas à la place, c'est en complément de ce que peuvent faire les autres. Et quand on regarde les files d'attente aujourd'hui chez les laboratoires de biologie médicale, eh bien, de ne pas forcément envoyer quelqu'un qui est négatif pour qu'il consomme du temps de laboratoire, eh bien, c'est aussi leur rendre service dans cette période. Donc c'est de la complémentarité. Et je regrette que ce soit perçu de façon complètement différente.
Alors, sur l'économie, donc comme il vient d'être dit, oui, effectivement, l'économie officinale a souffert pendant la période, mais il faut relativiser. L'ensemble des entreprises françaises ont souffert. Certaines, beaucoup étaient fermées. De nombreux confrères à nous, dentistes, kinés, ont complètement arrêté leur activité. Moi, j'ai plus de problèmes avec le passé, les 15 PLFSS qui ont été votés et qui ont fragilisé le réseau, qu'avec la période épidémique où finalement, en termes économiques, la pharmacie a pu maintenir le choc. Et nous avons en plus été, ainsi que les soignants de ville, accompagnés par l'assurance maladie dans un dispositif particulier qui permet de mettre en place une aide pour pallier aux baisses d'activité. Donc là-dessus, sur l'économie, il faut s'intéresser sur la tendance lourde, mais en ce qui concerne la gestion de l'épidémie elle-même, sur l'économie de l'officine, elle a été correctement prise en charge de notre point de vue. Ce qui n'est pas le cas sur la tendance lourde, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Pour reprendre précisément sur les masques et sur la différence de perception et de réalité entre les doctrines et le réglementaire qui pose des problématiques juridiques maintenant. Il y a eu effectivement 2 décrets et il y a un temps à voir. Et il faut voir aussi, il faut comprendre qu'il y a un temps entre le moment où le décret arrive et le moment où il est possible de l'appliquer, tout simplement à cause des commandes et du temps de livraison qui est incompressible. Ce qui d'ailleurs devra nous réinterroger pour la suite sur l'importance du stock stratégique et du stock tactique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ce temps est incompressible. Donc le 3 mars, l'État réquisitionne les masques dans l'ensemble des particuliers professionnels en France. Donc le 3 mars, l'État réquisition générale. Pour répondre, monsieur le rapporteur, à votre interrogation, l'état du stock avant le 3 mars dans les officines est petit. Parce que jamais l'usage du masque était faible en France avant cette épidémie de Covid. Et donc l'état du stock en officine était petit. Et de façon générale, nous vendions des masques, ce n'était pas un produit remboursable, généralement aux parents qui étaient malades quand ils avaient des bébés, pour éviter de faire une propagation d'épidémie à l'intérieur de la famille. Mais sinon, peu de ventes de masques en officine, il faut être donc peu d'état de stock. Le 3 mars, nous sommes réquisitionnés. Ça veut dire que le 4 mars, il n'y a plus de masques dans les officines, 0. Ils sont tous réquisitionnés. Il n'y en a plus. D'accord ? Le 23 mars, le décret, on s'aperçoit de l'absurdité d'empêcher les opérateurs privés d'acquérir des masques, et donc le décret est modifié, et l'État autorise les opérateurs privés à acquérir des masques. J'ai comparé ça à une flotte corsaire, en fait. Il y avait l'État qui avait ses propres acheteurs publics et qui achetait des masques pour le compte de la population, et il y avait l'ensemble des entreprises qui avaient elles-mêmes le droit d'acheter des masques avec une limite de mémoire à 3 millions, mais peut-être c'était 5, merci Guillaume, voilà, c'était 5, voilà. C'était 5 millions de masques par opérateur. Donc le 23 mars, moi je vais dire aux acheteurs du réseau officinal, les grossistes répartiteurs et les groupements de pharmaciens, il faut acheter des masques. Et ils l'ont fait. Mais il faut un mois. Entre le moment où on peut de nouveau acheter des masques et le moment où on les a. Et donc il était important de se référer de ce point de vue-là à la doctrine pour dire de priorisation pour les soignants qui sont en première ligne et ensuite pour les patients fragiles dans un deuxième temps, avant la population générale, non pas à cause du droit, mais parce que nous n'en avions pas, tout simplement. Parce qu'entre le 23 mars et donc un mois plus tard, nous n'avions pas de stock de masques. J'ai écrit aux officines le 17 avril pour leur dire d'acheter des masques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai respecté le temps nécessaire pour que les opérateurs, les groupements et les grossistes puissent s'approvisionner eux-mêmes,
Et donc, j'ai dit aux pharmaciens, maintenant, il faut que vous achetiez, vous, dans la perspective du déconfinement, pour que vous ayez des stocks de masques vous-même à vendre. Et là aussi, il y a eu une incompréhension complète, c'est normal, parce que c'était un peu complexe cette affaire. Il y a vraiment deux circuits. Il y a un circuit, et d'ailleurs vous le voyez dans le débat public aujourd'hui, il y a un débat public qui tourne autour de la prise en charge. Qui a le droit à avoir des masques pris en charge par la collectivité, et comment est organisée cette prise en charge? Est-ce que c'est l'État qui achète et qui distribue, c'est ce qui a été décidé aujourd'hui, ou est-ce que c'est le grand public qui achète, ou les professionnels qui achètent même leurs masques, et qui sont aidés ou pas par une aide. Donc ça a été une incompréhension forte, et là actuellement, pour vous citer le cas d'une officine, la mienne, vous voyez, j'ai regardé l'état de mes stocks avant de venir vous voir. Dans mon officine, j'ai à peu près 2000 masques qui m'appartiennent, que j'ai achetés et que je peux vendre. Et j'ai aussi 2000 masques du stock État que je distribue aux soignants de ville et à la population fragile sur ordonnance médicale actuellement. Donc j'ai bien deux stocks, le mien et celui de l'État que je distribue. Voilà. Et ça a été très complexe à faire comprendre à la population. La question de vendre des masques, nous n'en avions pas. La question de les distribuer, nous faisions ce que l'État nous disait de faire. Et c'est lui qui nous donnait les ordres. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et 3 mars, 23 mars, voilà. Géodis, ils ont fait une seule opération. La première opération de masque, une fois qu'on accepte, donc que Olivier Véran accepte notre proposition de distribuer les masques aux soignants de ville, nous allons avoir une première stock d'amorce qui est fait par les grossistes répartiteurs. C'est 10 millions de masques qui nous sont envoyés par les grossistes répartiteurs. Et c'est donc le 3 mars, c'est ce qu'a dit Gilles Bonnefond tout à l'heure. Ensuite, c'est Géodis qui va faire la deuxième livraison. Elle sera calamiteuse. Et elle arrive le 18 mars. Voilà. Ce sera la seule que fera Géodis. Parce qu'après, on reprendra, l'État rechoisira Santé publique France probablement. Je n'ai jamais eu, comme je l'ai dit déjà, de rapport avec Santé publique France. Donc, j'imagine que c'est Santé publique France qui a décidé de refaire confiance aux grossistes répartiteurs, et ce sont les grossistes répartiteurs qui vont faire les 16 autres ou 17 autres opérations masques avec des livraisons hebdomadaires de masques dans les officines. Donc Géodis, c'est une fois. Sur les TROD, les TROD et la réalisation des TROD en officine s'appuie sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé et sur un arrêté qui est paru le week-end du 14 juillet, le samedi matin, autorisant de façon, je dirais, sèche les officines à réaliser ces TROD. Il manque une doctrine, un accompagnement, un positionnement dans le parcours de soins de ces TROD. Il nous manque de l'information sur l'intérêt de la sérologie elle-même dans la lutte contre l'épidémie. Il est très clair, et le ministre l'a dit à plusieurs reprises, que le dépistage de la maladie se faisait par test PCR et donc par analyse de la virémie. Le sujet de la sérologie, qu'il soit en laboratoire ou en officine, est un sujet qui embarque l'utilité pour le médecin de connaître le fait que son patient a développé des anticorps, mais qu'est-ce que ça lui dit au médecin? Est-ce que ça lui dit, est-ce que ça confère une immunité? On n'en sait rien. La HAS ne le dit pas. Voilà. Est-ce que ça confère le fait qu'il n'y ait pas contaminant? Pas plus. Donc on n'en sait rien non plus. Voilà. Donc effectivement, ce TROD, actuellement, a une place pour les patients qui veulent connaître leur histoire.
C'est-à-dire, il a une place documentaire. Le patient qui veut connaître son histoire, comme la patiente qui est venue me voir, elle avait eu un syndrome grippal au mois de mars. Et je dois vous dire que moi-même, je l'ai fait, parce que moi aussi, j'ai eu un syndrome grippal au mois de mars, et je voulais savoir si j'avais été infecté ou pas. Voilà, moi, je n'ai pas eu d'anticorps. Mais c'est à titre documentaire, et ça n'a pas vraiment une place, pour l'instant, dans la stratégie diagnostique et dans la stratégie de santé, dans le parcours. Donc il faut que les autorités... Enfin, moi, j'attends des autorités de santé des compléments d'information par rapport à la place du TROD. Il a une place réelle en épidémiologie, la HAS le dit, mais à ce moment-là, il faut qu'on remonte les informations, comme l'a dit Gilles Bonnefond, soit dans un opérateur privé, comme il l'a dit, soit un opérateur public, mais ça s'organise, ça. Il faut qu'on nous dise comment et à qui donner le résultat du TROD, et quelle est la place dans le parcours. Voilà. Si c'est une simple place documentaire, ce n'est pas ce que dit la HAS. La HAS, elle est précise. Elle dit la sérologie en TROD, ça a un intérêt épidémiologique et ça a un intérêt dans le cas où les laboratoires sont surchargés, et ça a un intérêt pour les soignants, pour qu'ils puissent connaître leur histoire, justement, de maladie. Voilà. Je résume. La fédération est favorable au fait que les pharmaciens puissent faire des tests rapides d'orientation diagnostique, mais en revanche, et j'en suis à ma 4e interpellation, là pour le coup du cabinet du ministre, pour savoir quelle est la place de ce TROD dans le parcours de soins. Nous avons besoin d'un peu plus que de cet arrêté qui nous donne l'autorisation. J'ajoute que nous ne sommes pas seuls dans l'affaire, parce qu'on parle que des pharmaciens, mais les médecins généralistes aussi ont le droit, par le même arrêté, de pratiquer ces TROD. Ça embarque également la problématique du coût. Est-ce que le prix, est-ce que c'est un prix libre? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Voilà. Donc tout ça sont des questions que nous avons posées dès le samedi de la parution de l'arrêté, globalement en disant, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Vous ne pouvez pas nous laisser avec un arrêté nous donnant le droit de faire, sans nous dire qu'est-ce qu'on doit faire du résultat. Donc nous en sommes là, et nous avons cette interrogation, donc je vous la relaye, parce que si vous connaissez des ministres, vous pouvez peut-être leur en parler. Ce serait bien que nous sachions quoi faire du résultat des TROD que nous faisons en officine. Merci beaucoup. Je vous demanderai juste de couper votre micro, s'il vous plaît. Pardon. On va passer aux questions suivantes. Monsieur Gauthier pour Les Républicains. Merci, Président. Pour rebondir sur la question des TROD, en tant que biologiste, moi ça ne me gêne pas du tout que vous puissiez en pratiquer aussi. Simplement, il ne faut pas assimiler les TROD à la sérologie. Ce sont deux tests différents, d'ailleurs avec un prix différent. On a un B35 sur les TROD et un B45 sur la sérologie. Ce n'est pas la même chose. Dans un cas, on a un test qualitatif, absence-présence. Dans l'autre cas, la sérologie, vous avez un test quantitatif, vous dosez avec analyseur, avec une machine. Donc, ce n'est pas pareil. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique est, dans un rapport, dans un avis du 8 juillet 2020, et la Haute Autorité de Santé, dans un rapport du 14 mai, précise bien que même si les TROD ont leur place, en cas de TROD positif, il faut qu'il soit confirmé par une sérologie avec un analyseur qui doit quantifier. Et même en cas de TROD négatif, la sérologie doit être aussi encouragée. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de boulot, je crois qu'il ne s'agit pas d'avoir des querelles de chapelle. Les difficultés que vous avez soulignées sur la distribution avec Santé publique France, avec les cellules de crise, avec Géodis, ont abouti à des difficultés d'approvisionnement et de livraison de masques qui ont largement été commentées. En tant que biologiste, moi, j'étais bien content de pouvoir aller dans la pharmacie pour m'approvisionner, mais j'ai toujours eu des masques chirurgicaux. Je n'avais pas de masque FFP2, je m'en suis procuré autrement. Et combien de pharmacies ont pu être approvisionnées en masques FFP2 ? Et dernière question, vous nous avez listé le calendrier de distribution des masques pour tous les professionnels de santé. En ce qui concerne les masques pour les personnels en EHPAD,
Et pour les services de soins à domicile, on a auditionné récemment, on nous a signalé un retard pour ces personnels de services de soins à domicile qui n'étaient pas listés au début. Alors, c'est moi qui commence. Attends. Oui. Je vais quand même essayer de présider, si j'ai entre-temps. Donc, monsieur Habib, alors, du coup. Merci, Monsieur le Président. Je vous ai entendu tous et avec attention et intérêt. Et pour ce qui nous concerne, Boris Vallaud et moi-même, nous partageons bien évidemment votre conclusion sur le maintien du nombre d'officines. Élus de territoires ruraux, nous mesurons le rôle pivot que vous jouez dans le dispositif de santé dans notre pays. Messieurs, madame, vous avez eu connaissance vraisemblablement du stock stratégique dont la France a possession. Je reprends les chiffres. Entre le décret du 3 mars et l'assouplissement par le décret du 20 mars, les stocks stratégiques sont restés stables. 117 millions de masques, 102 millions de masques au 1er mars, 100 millions de masques au 23 mars. D'une quelconque façon, l'État les autorités vous ont-ils associé à une réflexion sur l'usage de ces stocks, de ce stock stratégique pour votre usage dans les officines? Vous avez répondu tout à l'heure sur ce qui s'était passé pour les pharmaciens, puis ensuite pour les préparateurs en pharmacie. Mais sur ces stocks stratégiques, est-ce que vous avez été d'une quelconque façon associé? Deuxième chose, je voudrais vous interroger sur la pénurie de médicaments. C'est un élément, on a tous en tête la compétition qui se faisait devant les officines, en tout cas dans la région parisienne, peut-être pas chez nous, pour obtenir un certain nombre de médicaments. Je pense à l'Aspégique et à d'autres médicaments. Qu'est-ce qui est prévu pour la deuxième vague, si celle-ci malheureusement venait à arriver? Est-ce que vous avez aujourd'hui une doctrine qui a été élaborée avec les pouvoirs publics et dont vous pourriez nous faire état ici sur la question du médicament? Vous avez parlé de Géodis, aux questions qui vous ont été posées par le président et par le rapporteur, de Santé publique France, l'absence de contact entre les autorités, la compétition, effectivement, qui nous a été souvent rapportée entre le ministère de l'économie et le ministère de la Santé. Ces éléments qui concourent à démontrer qu'il y a eu un amateurisme qui explique vraisemblablement le fiasco du confinement. Est-ce que ces éléments, aujourd'hui, vous paraissent avoir été surmontés et donnerait lieu à davantage de sérénité si il arrivait une seconde vague, une seconde pandémie? Enfin, est-ce que vous pourriez nous dire le nombre de tests TROD qui ont été pour le moment vendus sur le pays? Parce qu'on parle de façon globale, mais nous aimerions savoir exactement de quoi nous parlons et du nombre de tests qui ont pu être vendus par les officines. Merci. Merci beaucoup. Madame Oconi. Merci, Président, Monsieur le rapporteur. Merci pour vos interventions. Merci de nous éclairer effectivement sur les rôles et les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de cette crise. 3 questions rapides. La première, est-ce que vos organisations nationales, vos représentations nationales ont été ou sont associées dans le comité scientifique de gestion de la crise? Est-ce que l'un d'entre vous est dans le comité scientifique ou dans le comité de la défense qu'a organisé le gouvernement autour du président de la République pour décider des actions à mener? Deuxième sujet, sur les TROD, il est question de la publication d'une étude statistique, parce que l'intérêt aujourd'hui, à mon sens, du déploiement de ces TROD, c'est d'en avoir une donnée statistique. Est-ce que ces études sont en cours? Est-ce que c'est de ça dont vous me parlez, docteur, quand vous nous dites que vous n'avez pas été, vous ne savez pas à qui adresser les résultats? Est-ce que, pour vous, quel est l'établissement, quelle est l'institution qui devrait être votre contact par rapport à ces données statistiques qui me semblent essentielles dans voilà, la connaissance de la couverture de ce virus? Et puis, dernière question, avez-vous un contact avec les ARS? Est-ce que les ARS sont pour vous des facilitateurs, des accompagnateurs, des incitateurs, pardon? Est-ce que vous avez... et si vous n'avez pas de contact avec elles,
Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important? Bref, atouts et faiblesses de vos relations avec l'organisation territoriale de la santé et comment faire pour l'améliorer. Merci beaucoup, Madame Lemeur. Merci, Monsieur le Président. Donc, on voit tous le rôle stratégique que vous avez pu avoir dans cette crise. Moi, je voulais poser une question, savoir si en amont, en fait, de cette gestion des stocks de masques, il a été envisagé d'autres acteurs, notamment, par exemple, l'armée, les pompiers, sur la distribution des masques. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais faire tout un lot de questions. Monsieur Vallot, non, Madame Corneloup. Merci. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit quant à l'accompagnement des patients au quotidien. Nous étions dans une situation extrêmement anxiogène et je pense que nous n'avons peut-être pas mesuré l'incidence de cette anxiété sur les patients. Il était bien qu'il y ait des interlocuteurs de proximité pour rassurer, pour expliquer, pour accompagner. Et les pharmaciens, du fait de cette proximité, de la confiance qui s'établit avec les patients, étaient des acteurs, à mon avis, tout à fait clés dans cette période de crise. Vous évoquiez la problématique des masques, et effectivement, je l'ai vécu également. Est-ce que vous disiez que vous n'aviez aucun contact avec Santé publique France? Qui a été votre interlocuteur, si ça n'était pas Santé publique France? Vous évoquiez le fait que les officines disposaient de peu de masques. Vous savez, enfin peut-être ne savez-vous pas d'ailleurs, qu'il y a eu un changement de doctrine en 2013 qui faisait état que l'employeur devait acquérir des masques pour protéger ses salariés. Aviez-vous connaissance de cette doctrine? Et concernant les TROD, est-ce une demande forte de la population aujourd'hui? Combien en avez-vous réalisé à ce jour? Merci. Merci, Monsieur Pont. Merci, Monsieur le Président. Devant cette épidémie, vous avez dû vous adapter tant sur le plan horaire d'ouverture. Chez nous, le pharmacien n'était ouvert que le matin et pas le samedi. S'adapter au point de vue personnel, mais est-ce que vous avez connaissance de pharmacies qui auraient été fermées complètement? Et la deuxième chose, c'est on a parlé beaucoup de masques, mais où en est-on sur les gels hydroalcooliques? Monsieur Desmoulins. Merci, Monsieur le Président. Concernant les masques, je voulais avoir des petites précisions sur les commandes que vous avez initiées, si j'ai bien compris, Monsieur Bessé. Vous parliez donc le 23 mars d'un appel aux grossistes répartiteurs et aux groupements. Il y a beaucoup de pharmacies qui dépendent de groupements. Quelle était la commande? Puisque, à vous écouter, donc le 17 avril, vous relancez une petite alerte, ce qui sous-entendrait que peut-être que les commandes n'étaient pas arrivées, mais vous imaginez qu'il n'y aurait pas de stock suffisant. Je vais vous parler des groupements de pharmacie. Est-ce que vous avez ressenti pendant cette crise une différenciation au niveau donc, de la réactivité, au niveau des commandes de masques? Enfin, je pense à des indépendants qui ne dépendent pas de groupements, qui sont peut-être retrouvés en difficulté, qui ont dû passer des commandes en direct, alors que les groupements étaient peut-être plus à même de pallier à ce manque de stock, ou est-ce qu'il y a une solidarité, et je le pense d'ailleurs, au niveau des officines. Enfin, je voulais faire un tout petit commentaire sur les grandes surfaces. Je comprends bien que vous étiez en colère, puisque on a vécu avec vous cette grosse difficulté. Je voulais simplement vous rappeler, c'est vrai que vous connaissez les méthodes des grandes surfaces, quand ils appelaient, donc quand ils annonçaient des 150 millions, c'était pas du stock, c'était des commandes qu'ils allaient initier. On est là dans du marketing et de la publicité. Voilà, je voulais simplement donner cette petite précision. Eh bien, écoutez, à ma connaissance, il n'y avait pas eu de pénurie d'Aspégique, mais j'espère que vous en avez une bonne dose, là, parce que vous avez beaucoup de questions à répondre pour éviter les maux de tête. Allez, on y va. Je vais essayer d'être synthétique, et puis après, voilà. Alors, tu veux qu'on coupe en deux? Ouais, allez, d'accord. Je prends la première page, je te laisse la deuxième page. On intervertira s'il y a des choses à voir. Alors, sur les masques FFP2, les dotations ont été petites. Elles ont été réparties. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'avons jamais été associés
à la répartition des masques dans les officines. Donc nous n'en savions rien. Les masques FFP2, effectivement, les dotations étaient très, très faibles. Nous avions, pour vous donner des ordres d'idées, quand on a eu les dotations maximales de masques, c'était 40 millions par semaine et en gros 1 million de FFP2. Voilà, répartis. Et nous avons eu une seule fois des masques pédiatriques. Donc les masques FFP2, nous n'avons pas de clé de répartition. C'est une des problématiques, on n'a pas été associé à ça. Et je pense que ça aurait été mieux géré si on avait été associé à ça. En ce qui concerne l'aide à domicile. L'aide à domicile, en fait, il y a deux sortes d'aide à domicile, en fait. Il y a les aides à domicile qui ont des employeurs publics, les mairies, les collectivités publiques, et il y a les employeurs eux-mêmes qui ont recours à des aides à domicile par le biais de chèques emploi-service, enfin voilà. Donc ça, nous avons eu pendant... Donc ça a été très changeant de semaine en semaine, hein, mais nous avons eu pendant une semaine ou deux à nous occuper également de fournir l'ensemble des aides à domicile, que ce soit des collectivités territoriales ou des acteurs privés. Bon. Nous l'avons fait pendant une semaine ou deux, donc nous avons été en contact avec les mairies pour ça. Les maires nous appelaient, donc ça s'est très bien passé. En fait, ça, pour le coup, ça a marché, en fait, voilà. Mais nous n'avions pas de masques en quantité suffisante, donc assez rapidement. Et puis en plus, c'était mieux quand même. La collectivité municipale est suffisante pour s'occuper d'elle-même. Elle n'avait pas vraiment besoin de l'officine pour ça. Et donc, assez rapidement, nous ne nous sommes plus occupés que des employeurs privés. Donc, nous nous occupions de la distribution au bout de 15 jours, uniquement des aides à domicile des employeurs privés, les communes ayant leur propre circuit d'approvisionnement. Un mot bien sûr, vous avez évidemment raison sur la différence entre la sérologie qualitative et quantitative. En ce qui concerne le tarif, à la différence de la biologie, chez nous, il n'y a pas d'acte coté. C'est une des problématiques d'interpellation du gouvernement que j'ai souligné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tarif de remboursement du tout, ni de prix. Le prix est libre, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui pose problématique. Mais sinon, après, vous avez raison. Et bon, j'y reviendrai sur une question TROD. Est-ce que nous avons été associés à une réflexion sur l'avenir du stock stratégique et du stock tactique? Eh bien, oui, hier. Donc, voilà. Sinon, j'aurais pu dire non, mais en fait, oui, hier. Voilà. Voilà. Donc, hier, j'ai eu effectivement un contact avec la directrice générale de l'organisation des soins, puisque se pose la question de savoir comment va être organisée la réflexion sur le stock stratégique et tactique. Donc je lui ai fait part de mon indignation sur le fait que nous n'ayons justement jamais été en contact avec Santé publique France auparavant sur la gestion des masques et qu'il serait peut-être temps de nous associer à la réflexion. Et que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de façon... ça se comprend, mais il suffit de l'expliquer, mais ça se comprend. Au moment où on fait un décret et où on passe les approvisionnements, effectivement, on a une période de 3 semaines avant d'avoir les stocks. Mais de la même manière, quand on interrompt la distribution, eh bien, il reste des stocks à l'intérieur du tuyau, en fait. Il reste des stocks à l'intérieur du tuyau. Donc, ce que je disais, c'est que, à mon sens, entre la distribution, entre les stockages chez CSP, le stockage chez les grossistes répartiteurs et ce qui reste en stock dans les officines, nous avons le stock d'amorce pour fournir les professionnels libéraux de ville d'une quantité de stock tactique, du stock tactique, en fait. À mon avis, on a cette capacité en stock pour dire, voilà, maintenant on passe à un système différent. Avec un stock tactique, on vous donne le premier et vous allez être chargé de le faire vivre tout le temps. Et ensuite, nous, on s'occupe du stock stratégique. Vous voyez, il faut effectivement, à mon sens, environ 3 semaines, 1 mois de stock tactique prépositionné dans les entreprises chez les professionnels de santé. Il doit falloir 1 mois de stock stratégique toujours, lui aussi toujours vivant, et ainsi on a 2 mois, et dans ces 2 mois, on est capable d'organiser la filière et le sourcing de réapprovisionnement
voilà, pour essayer de répondre assez précisément à votre question. Sur les questions de pénurie de médicaments. La question de pénurie de médicaments, nous avons fait de multiples comités rupture avec, et encore, c'est la dernière réunion physique d'ailleurs que nous avons eue avec le ministère de la Santé, ça devait être le 3 ou 4 mars, sur justement les ruptures de médicaments. On n'a pas eu de rupture spécifique pendant la crise épidémique de stock de médicaments. Il n'y a pas eu de rupture spécifique au Covid. On a eu une crainte sur le paracétamol à un moment, voilà, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a ces ruptures. Il y a par exemple une rupture de stock sur les sartans qui date d'un problème industriel quelque part dans une usine en Chine il y a quelque temps, ce qui fait que nous avons encore des ruptures de stock sur les sartans. Le sujet est complexe, il est traité, mais effectivement, il embarque probablement une réflexion stratégique sur le repositionnement en Europe ou en France d'une industrie du médicament capable de produire des médicaments. Voilà. Donc, quant à la quantité de trodes vendus, alors d'abord, ce n'est pas des trodes, c'est des actes que nous faisons. Hein. On ne vend pas de tests, ce sont des actes que nous faisons voilà. Donc la quantité, elle est difficile à estimer. Donc en faisant quelque chose de la hache, en disant que, on va dire que, Gilles, tu me corrigeras, mais je vais me lancer. On va dire que la moitié du réseau, on fait 10 000. Que je vais prendre mon officine comme exemple, une dizaine par semaine. Voilà. Donc 10 000 x 10, 100 000 par semaine, environ 100 000 à 200 000 tests ont dû être faits en officine. Voilà. Mais ça serait quand même intéressant que cette donnée, avec 200 000, ça commence à faire quand même, c'est quand même intéressant en termes de données statistiques, qu'elle soit remontée. Et donc il n'y a pas, et je vous confirme qu'il n'y a pas, en tout cas au niveau national, géré soit peut-être par Santé publique France d'ailleurs, je ne sais rien, ou par la CNAM, si jamais il y avait une notion de remboursement, il pourrait y avoir une étude faite sur le sujet. Mais à part des études privées, il n'y a pas d'études publiques là-dessus. Est-ce que nous avons été associés au comité scientifique de la défense et quel est notre interlocuteur? Non. Nous n'avons jamais été associés au comité scientifique ou au comité de défense. Nos interlocuteurs sont le cabinet du ministre, les directeurs, comme je l'ai dit, le directeur général de l'organisation des soins, le directeur général de la santé, son adjoint, voilà. Mais notre acteur du quotidien, notre référent, c'est le directeur de l'assurance maladie. Donc là, actuellement, on est orphelin, mais notre référent, c'est le directeur de l'assurance maladie parce que c'est lui qui organise le système conventionnel et c'est lui qui est en rapport avec les professionnels de santé de ville. Charge à lui, généralement, de nous ouvrir les portes dans le système de santé en général. Voilà. Mais notre interlocuteur du quotidien, c'est le directeur de l'assurance maladie. Donc quand on a un problème, généralement, on appelle et il nous dit, chaque fois, il nous dit, c'est pas moi. On lui dit, on sait, mais c'est quand même vous qui allez nous dire à quelle porte il faut frapper. Bon, peut-être faudrait-il qu'on participe à ce genre d'instance, mais on ne peut pas être partout non plus. Dans les TROD, les stats, j'ai compris. Les ARS, et après je te laisse la parole, Gilles, pour les 12 questions suivantes. Les ARS, oui, les pharmaciens ont bien sûr des contacts avec les ARS au niveau régional, via nos organismes locaux, qui sont les unions régionales de professionnels de santé. Donc il y a eu des travaux, mais nous, au niveau national, non. Nous, nos interlocuteurs sont des interlocuteurs nationaux. Voilà. Mais nous avons donc des présidents du RPS en local, et nos présidents du RPS en local ont beaucoup travaillé avec les directeurs d'ARS et ont beaucoup œuvré sur le terrain pour mettre en place des systèmes, des dispositifs sur le terrain. Donc oui, les ARS sont utiles. Alors, elles sont à la fois, c'est contradictoire ce que je vais vous dire, c'est qu'elles sont à la fois très utiles et un problème. Sur l'histoire de la traçabilité, pour vous donner un exemple précis, sur l'histoire de la traçabilité, on n'a pas été capable au national, ni nous, ni l'assurance maladie, d'imposer, enfin de trouver
la bonne personne au niveau de Santé publique France, bref, le groupe qui gérait pour organiser un système de traçabilité des masques. Pourtant, l'assurance maladie l'avait bâti sur Amélie, avait bâti un système d'information qui nous permettait de faire une traçabilité nationale. On n'a pas été capable de l'imposer, ou en tout cas Donc, cette situation de défaillance, la nature a horreur du vide. En local, les ARS et les URPS ont créé des dispositifs parfaitement pertinents. En Grand Est, ça s'appelait Distrimasque. À Paris, ça s'appelait Mon Pharmacien Île-de-France. En PACA, ça s'appelait GoMasque. Donc, ils ont créé des dispositifs régionaux de traçabilité. Alors, on ne pouvait rien en faire, parce qu'ils n'étaient pas interopérables et ils ne nous remontaient pas d'informations permettant d'avoir une donnée remontée. Mais ils ont existé. Donc, c'est à la fois très bien, parce que ça permet de répondre localement, mais ça, c'est un problème au niveau de la coordination, dès lors qu'on a besoin d'une coordination nationale. Alors ensuite, est-ce que l'armée ou les pompiers ou d'autres opérateurs ont été imaginés pour le faire? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas... Enfin, l'armée, les pompiers ou d'autres opérateurs, ou la Poste, peuvent porter des choses, éventuellement une chose. Mais pour venir chercher, il y a 2 lieux de santé. Il faut pas... Actuellement... Monsieur le Président, en tant que médecin, fermez les oreilles, mais en tant que médecin, je parle, mais en tant que président, gardez-les bien ouvertes. Il y a 2 lieux identifiés par la population comme étant un lieu de santé où on peut venir sans rendez-vous pour venir s'occuper de la santé. 2 lieux. Les urgences et la pharmacie d'officine. Donc, ils vont à l'un ou à l'autre. Et ça a été... c'est là où ils vont, quotidiennement, où ils savent qu'il y a une porte ouverte et qu'il y a quelqu'un qui va leur dire bonjour. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que la pharmacie d'officine a été retenue dans ce cadre-là. Voilà. Il y a plein d'autres questions. Merci. Très rapidement, masque FFP2, on n'en a pas eu pendant 2 mois. Ils étaient réservés à l'hôpital, uniquement à l'hôpital, pour équiper tout le personnel qui s'occupait des situations extrêmement tendues. On a commencé à en avoir un petit peu, et là, on a priorisé plutôt les dentistes, qui en avaient absolument besoin pour leur activité, et puis des médecins qui travaillaient en direct sur l'ORL, etc., sur des interventions. Et donc, on en a eu très très peu. Et donc, quand on venait nous voir pour du masque FFP2, effectivement, nous n'en avions pas. Dans les professionnels qui ont été rajoutés, qui avaient été oubliés, etc., les biologistes avaient été oubliés au tout départ. C'était assez anormal. C'est là où l'absence de dialogue a créé des tensions inutiles. Si on avait fait la liste et qu'on a discuté ensemble, on dit ah ben, vous oubliez tel et tel acteur. Les systèmes de... les soins à domicile, les SIAD, les EHPAD, etc. Les établissements, c'est l'État qui s'en est occupé, alors peut-être avec le relais des ARS, etc., mais ce n'était pas nous. Les SIAD, trop gros. Une pharmacie qui livrait un SIAD, s'il y a 30 infirmières, son stock était épuisé dans la seconde qui suivait. Donc là, ça a été suivi par les services de l'État à travers l'approvisionnement de l'hôpital, des EHPAD et des SIAD. Par contre, les soins à domicile, les personnes qui travaillaient en contact avec les personnes âgées et qui les accompagnaient, on en donnait 3 par semaine. 3 par semaine, sur présentation du CESU. Bon, voilà le travail auquel on était confronté pour éviter des stockages. Mais bon, voilà, on essayait de faire en sorte que tout le monde en ait. Je ne parle pas des fois où ils étaient présents, après ils étaient enlevés. Après ils étaient de nouveau présents. Donc là aussi, vous voyez, c'était un manque simplement de communication. Parfois, c'était un oubli. Combien de TROD ont été pour l'instant achetés par les officines? 1 million de TROD ont été achetés par les officines à ce jour. Alors bien sûr, les TROD ne sont pas vendus à la population, hein, ils sont réalisés à l'officine et accompagnés dans le résultat par l'officine. Et vous avez raison, hein, le TROD,
son nom l'indique, c'est un test d'orientation de diagnostic. Il ne pose pas le diagnostic. Mais l'intérêt, c'est de faire rentrer le patient dans un parcours de soins pour que justement il puisse confirmer au niveau de la biologie le résultat. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour les tests angine. C'est un TROD. Le patient vient, c'est bactérien, il faut aller chez le médecin, c'est viral, on peut le prendre en charge sans risque. Voilà, c'est un test d'orientation. Mais ce n'est en aucun cas un test de diagnostic. Sur les relations avec les ARS. Les ARS, je pense qu'elles ont été confrontées à la même situation que beaucoup, c'est-à-dire un flux d'informations extrêmement rapide et derrière de pouvoir traduire ça au niveau du terrain pour pouvoir l'appliquer. Et donc, eux aussi avec les mêmes difficultés. Mais j'ai trouvé que les ARS, en tout cas dans les secteurs que je connais, ont été réactives. Ont fait au mieux pour accompagner les professionnels, les hôpitaux, les EHPAD. Et ce n'était pas simple pour eux non plus d'être le plus réactif possible et de mettre en place la coordination. Les présidents du RPS, c'est dommage que vous ne les ayez pas auditionnés. Parce que je sais que vous avez auditionné beaucoup de monde, mais ils auraient pu vous parler justement de l'expérience de terrain. Des ARS ou également des présidents de conseils régionaux ont fait des choses intéressantes en prenant le relais avec les présidents du RPS. Quand il y avait pénurie d'alcool, comment on essayait de rassembler l'alcool pour que les pharmaciens puissent fabriquer du soluté hydroalcoolique. On a eu le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu le cas dans les Hauts-de-France où il y a eu une mobilisation et une facilité aussi par les préfets pour les douanes, etc., pour éviter de se retrouver confrontés, parce que c'était quand même de l'alcool. Hein, donc l'alcool, on faisait attention. Sur la pénurie de médicaments. La pénurie de médicaments, c'est nous qui avons demandé la limitation du nombre de boîtes de paracétamol. C'est nous qui avons demandé au pouvoir public, aidez-nous, parce qu'un patient qui vient chercher un nombre de boîtes disproportionné va créer de la pénurie inutile parce qu'il va vouloir stocker chez lui. Donc on a limité la dispensation à une boîte, voire 2 boîtes s'il y avait des symptômes. Et donc ça a été accepté par la population, tout le monde a bien compris et les pharmaciens l'ont bien compris. Vous n'avez pas parlé de l'hydroxychloroquine. On n'en parle pas ? Non, c'est pas la peine. D'accord, on en a trop parlé. On a trop parlé. Non, mais c'est simplement, nous, on a alerté les pouvoirs publics en disant, on voyait arriver des prescriptions d'hydroxychloroquine, et on a dit, si on laisse faire ça, on sera en pénurie dans les jours qui viennent. Et les patients qui ont besoin de traitement n'auront plus de médicaments parce que d'autres les auront utilisés pour d'autres indications qui ne sont pas reconnues par l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, avec les médecins, on a trouvé qu'il était plus simple de se mettre d'accord pour éviter de se retrouver dans des situations de pénurie pour les patients chroniques qui en avaient besoin. Sur les masques, est-ce que d'autres acteurs ont été sollicités? Je pense que non, sauf là dernièrement, sur les masques alternatifs, les masques distribués aux patients qui sont bénéficiaires de la C2S, eh bien, sans nous avertir. Alors que ça faisait 1 mois et demi que nous discutions avec les pouvoirs publics, on a appris que c'était la Poste qui allait les distribuer. C'est assez... Alors, on aurait pu nous dire, écoutez, on n'arrive pas à faire affaire avec vous, même si on était très raisonnable, on préfère le faire avec la Poste. Mais non, on l'a appris aux 20h. Ah, bon, c'est pas très agréable, quoi. Même si à la limite, c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais voilà que si on a commencé une discussion, autant nous dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ce qui est choquant de cette affaire, je vais vous dire, c'est qu'on a demandé aux pharmaciens d'acheter des masques alternatifs pour privilégier les masques alternatifs plutôt que des masques jetables. Donc les pharmaciens ont des stocks de masques alternatifs à la demande de l'État. Et aujourd'hui, on dit que pour les bénéficiaires de la C2S, on va utiliser des stocks État et on laisse les pharmaciens avec leurs propres stocks. Là aussi, manque de considération de la part des pouvoirs publics vis-à-vis d'une demande qui avait été faite pour stocker. Sur les gels hydroalcooliques, là aussi, nous avons fait preuve de responsabilité. On a demandé au pouvoir public d'encadrer les prix.
pour pas qu'il y ait de dérapage. Et on a fabriqué du soluté hydroalcoolique. Alors, bon, la grille de l'établissement des prix n'était pas terrible, hein, parce que le prix du 100 millilitres était plus cher que le prix du 125 millilitres. Allez faire comprendre ça à un pharmacien qui sait les doses, qui a l'habitude de faire des calculs, et de trouver que le 100 millilitres coûte 1 € plus cher que le 125 millilitres. Donc là, on a eu un petit problème. Donc après, on a eu les contrôles des GCCRF qui me disent « Ah, vous avez mis un 125 millilitres, vous avez vu le prix ?» Ben oui, il doit être plus cher que le 100. Ah mais non, il doit être 1 € moins cher. Allez comprendre ça. Donc on a eu là aussi quelques petites difficultés, mais on manque plus de gel. Et on a maintenant retrouvé des flacons, parce qu'il fallait trouver à la fois la fabrication, mais également les flacons pour pouvoir les distribuer. Monsieur, votre remarque par rapport aux pharmaciens indépendants, groupés ou pas groupés, franchement, dans la profession, dans cette affaire de crise, il y a une grande solidarité entre les pharmaciens et les organisations. On a tous travaillé ensemble avec syndicats et ordres et avec les groupements, en disant que bon, ceux qui pouvaient avoir des masques, eh bien, ils devaient les mettre à la disposition de tout le monde et de ne pas se retrouver bloqués parce qu'on n'appartenait pas à telle organisation. Au contraire, on a travaillé dans ce sens. Voilà, j'espère que j'ai pas... Et donc les demandes de TROD, oui, on a beaucoup de demandes de patients qui souhaitent tout simplement savoir et connaître leur situation, voilà, dans un esprit de grande complémentarité et de parcours de soins. Et juste par rapport à la question sur les statistiques. Donc effectivement, les pouvoirs publics n'ont pas organisé une remontée d'informations de ces TROD, au vu des polémiques. Parce que si en plus, il y avait eu une statistique organisée par l'État, je pense que la pression serait encore montée d'un cran de la part de nos confrères biologistes. Mais c'est pour ça que nous avons contractualisé avec Covidia. Covidia, c'est une organisation d'intérêt public, avec une dizaine de médecins, membres de l'Académie de médecine, qui travaillent sur spécialistes de virologie, d'urgence, etc. Et eux avaient déjà un outil qui permettait de collecter des données. Ils avaient commencé par une étude sur Rungis, pour vérifier si un Rungis, en faisant des tests, combien de personnes avaient rencontré le virus. Donc, on a décidé d'avoir un accord avec eux pour que les TROD réalisés en officine ne servent pas qu'à la curiosité du patient, même si elle est légitime, mais permettent d'avoir une photographie région par région, département par département. Parce que c'est ça qui va être intéressant à travers cette remontée d'informations, de pouvoir s'en servir pour une stratégie de santé publique. Et je vous confirme, aucune relation avec Santé publique France, aucune participation au comité scientifique, etc. Et là, ce n'est même pas Santé publique France qui nous a contactés. C'est la Direction générale de l'organisation des soins qui nous dit comment on va faire pour le mois de septembre. Est-ce qu'on va continuer à distribuer ou pas à distribuer des masques gratuitement aux professionnels? Mais ce n'est pas Santé publique France, c'est encore le ministère. Notre interlocuteur, c'est bien sûr le ministère de la Santé. On a beaucoup travaillé avec les conseillers quand ils étaient disponibles, parce qu'ils étaient dans une situation eux aussi extrêmement difficile. Ils étaient très sollicités, mais ils répondaient. Et c'est vrai que les relations avec le directeur de la CNAM ont été extrêmement resserrées, parce que nous avions bien sûr le renouvellement des traitements, le remboursement de ces renouvellements, et donc nous faisions des réunions quotidiennes avec lui pour pouvoir justement organiser les choses, mettre en place toute cette stratégie, et surtout faire attention à ce que la chaîne de traitement de l'assurance maladie suive. Parce que le risque que l'on avait, c'est que tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Mais est-ce que la chaîne de liquidation de la CNAM, parce que nous faisons le tiers payant, donc on avance les frais pour les patients, il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'incident. Parce que déjà que les pharmacies étaient en difficulté, si elles se retrouvent en difficulté de trésorerie parce qu'un retard de paiement de la part de l'assurance maladie, et on a été très attentif avec le directeur à ce que la chaîne de liquidation fonctionne, même dans des conditions exceptionnelles, et on n'a pas eu d'incident. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé également avec la CNAM. C'est 3 questions à laquelle tu n'as pas répondu, Gilles. Donc, du coup, je les termine rapidement. Nous avons appris le changement de doctrine de 2013 dans les auditions que vous avez menées.
À aucun moment, nous n'étions au courant de ce changement de doctrine et à aucun moment, les pouvoirs publics, personne ne nous a dit que nous étions chargés de nous approvisionner en masques. Personne, jamais. Nous l'avons appris dans vos auditions. Est-ce que des pharmacies ont été fermées pendant la période? Certaines, les pharmacies d'aéroport, les pharmacies d'énormes centres commerciaux qui étaient à l'intérieur des centres qui eux-mêmes étaient fermés. Mais très peu de pharmacies de proximité. J'en ai recensé quand même sur le doigt d'une main quelques-unes du fait de la maladie du titulaire qui était seul dans le truc, mais donc très peu. Par rapport au fait que j'ai rappelé donc le 17 avril, je m'adresse après le 23 mars, je m'adresse aux patrons des grossistes répartiteurs et des groupements pour leur dire d'acheter. Donc tous les pharmaciens ont un grossiste répartiteur. Donc tout le monde a été traité à la même enseigne. Hein. Tout le monde avait une source d'approvisionnement. Mais ils m'ont rappelé dans la période en me disant oui, mais les pharmaciens n'en veulent pas. Donc c'est compliqué pour nous de lancer des commandes parce que les pharmaciens ne veulent pas acheter parce que on leur dit que voilà. Donc le 17 avril, je dis aux pharmaciens mais vous n'avez pas, il ne faut pas pour l'instant les vendre, mais il faut les acheter parce que si jamais, comme il y a ce délai de 3 semaines entre l'achat et la vente, si jamais on vous dit un jour qu'il vous faut les donner ou les vendre, vous n'en aurez pas. Donc je leur ai dit, je ne vous demande pas de les vendre, mais achetez-les. Sinon, vous n'en aurez pas. Donc voilà, donc 23 mars, c'est les grossistes et le 17 avril, je m'adresse aux pharmaciens. Hein, voilà, donc c'est comme ça le jeu. Les groupements ont joué un rôle super pendant la période et ils ont joué le jeu pour tout le monde, hein, que ce soit pour les gens, pour leurs membres ou pour les autres. Et enfin, pour la dernière question que vous avez abordée sur l'anxiété des patients, oui, elle était réelle. Et ça leur faisait du bien d'avoir un contact et d'avoir à un moment, et je ne sais pas si vous vous souvenez, on a appris à la télé, ça aussi, par le ministre de l'Intérieur, que les violences faites aux femmes allaient être déclarées en pharmacie. On a répondu oui de suite, en fait, c'était naturel. Hein. Ils ne nous avaient pas prévenu avant, mais on a répondu oui de suite à cette demande-là. Et en fait, quand on réfléchissait, c'était logique, c'était le seul lieu ouvert où il était légitime d'aller. Donc nous avons répondu oui de suite. C'était un lieu d'accueil. Donc, voilà. Donc moi, je crois que là, j'ai rien oublié. Merci beaucoup pour ces propos complets, exhaustifs. Merci une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Mes chers collègues, s'agissant de la mission, c'est terminé pour avant les vacances. Et nous nous retrouvons pour une prochaine audition à partir du 15 septembre. Merci beaucoup.